Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique avec le professeur Didier Koumavi Ekwevi, président du Conseil scientifique pour la lutte contre la Covid-19. C'était il y a quelques années au Togo. Il nous livre son témoignage, son expérience de cette guerre contre le coronavirus dans son ouvrage Au front, paru aux presses universitaires de Lomé. Professeur, vous étiez au front pour sauver des vies, au risque même des vôtres, car il faut le rappeler, vous avez été vous-même infecté durant cette période au Covid, une information qui a créé de la frayeur au sein de l'opinion. Comment le patron du conseil scientifique peut-il lui-même être infecté au Covid? Était-il une bonne idée de partager cette information, professeur, avec du recul? Est-ce que vous avez regretté de l'avoir disséminée? Non, pas du tout, mais je ne pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur. Et bon, on est tous humains, on va tous mourir aussi, c'est qui est sûr. Donc, non, je racontais vraiment, et je ne l'ai pas dit en même temps, je pense que j'ai dû le dire moi après. Mais c'est aussi important de se dire que, bon, ça peut arriver à tout le monde, quelles que soient les dispositions qu'on pouvait prendre, parce qu'il s'agit seulement d'être dans un endroit un peu fermé, de pouvoir serrer les mains, de manquer un peu d'attention, de vigilance pour se laver correctement les mains. Donc voilà, que tout le monde pouvait avoir la Covid-19. Et moi, j'ai raconté. Et puis après, pendant les hospitalisations, il y avait d'autres collègues professeurs qui étaient hospitalisés. Moi, j'étais malade, mais traité à la maison. Donc, il n'y a pas de problème pour moi. De raconter, je pense aussi que c'est pour ça que nous soutenons fortement les associations de personnes malades. Donc, il y a beaucoup d'associations de personnes vivant avec le VIH, le diabète, de l'HTA, qui racontent leur vécu et des cancéreux. Et ça permet aussi une prise de conscience et ça permet de pouvoir supporter des maladies. Donc, pour moi, c'était quelque chose de tout à fait normal à raconter. Ouais. Est-ce que le président du conseil scientifique a-t-il bénéficié d'autres soins que n'avaient les patients ordinaires, si on le dit entre griffes? Non, mais c'était un peu la chance ou la malchance fait que je devais voyager, que j'étais malade en Côte d'Ivoire. Donc, j'étais traité en Côte d'Ivoire. J'ai pas bénéficié d'un soin précis, peut-être beaucoup plus d'attention, parce que je racontais beaucoup plus d'attention, parce que c'était le chef de service de maladies infectieuses et tropicales, qui est un ami, le professeur Serge Ollier, qui m'a fait l'amitié et l'honneur de rédiger la préface de cet ouvrage, était beaucoup plus attentionné, donc on m'appelait beaucoup plus de fois. Mais ça, c'est quand même une solidarité entre corporations. Donc ça, c'est ce que je peux signaler. Et donc on faisait beaucoup, je pense que j'étais quand même plus attentionné que les autres quand même. Ouais. Vous avez décrit des centres de prise en charge qui étaient envahis, pris d'assaut. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire ou d'avoir peur que la situation vous passe hors contrôle? Non, pas avoir peur, parce qu'il fallait de toutes les façons proposer quelque chose pour réduire. Parce que la situation est telle que dans une épidémie, lorsque ça marche un tout petit peu, vous relâchez. Et lorsque vous êtes à un pic, vous fermez. Et la situation qui m'a plus marqué, c'était une connaissance qui m'a appelé. Et donc, moi, je suis parti. D'habitude, je ne vais pas parce que j'ai été beaucoup sollicité en ce moment. Et je suis parti. Et la personne avait ce qu'on appelle une saturation à 40 pour une normale à 95, 98. Mais il fallait l'hospitaliser. Et pour une fois, on l'a hospitalisé dans le service des femmes. Parce qu'il n'y avait pas de place. Donc, pas que la situation allait nous échapper, mais qu'on pourrait avoir beaucoup plus de morts. Beaucoup plus de morts et que finalement les patients allaient se cacher. Mais on n'a pas été aussi dans cette situation où il fallait ouvrir un deuxième centre en urgence.
Et après, on a décentralisé la prise en charge qui a consisté à traiter les patients à domicile et à n'hospitaliser que les patients graves. Professeur, l'OMS précise dans ses directives qu'il n'existe aucune preuve de contamination par exposition au corps des défunts atteints du Covid-19. Même des publications scientifiques confirment aussi que le virus ne peut pas être transmis post-mortem. Vous le soulignez dans votre ouvrage. Comment alors expliquer ce qui était considéré comme une confiscation des dépouilles des personnes décédées de Covid-19? Oui, ça c'est quand même quelque chose qui fait mal avec le recul, parce que là on a fait du copier-coller de tout ce qui était mesure dans le cadre de la prise en charge de la maladie à virus Ebola, où on savait qu'il pouvait y avoir une transmission à partir du cadavre. Et aussi, on sait que les rites funéraires multiplient et les risques de contamination dans le cadre de la maladie à virus Ebola. En l'absence d'informations, et comme nous sommes devant un nouveau virus, tout simplement, on a pris les mêmes dispositions que pour la maladie à virus Ebola. Ce qui a entraîné probablement des difficultés pour certains de faire le deuil, parce qu'au bout de 4 jours, il fallait faire un enterrement digne et sécurisé. Ça, c'est des leçons apprises et il faut vraiment, pour ce faire, mettre en place un groupe technique avec les anthropologues, avec les sociologues pour pouvoir discuter, accompagner toutes ces personnes qui ont perdu des victimes, qui ont perdu des parents, pour qu'ils puissent faire le deuil. Je pense que ça, c'est quand même, c'est pas une erreur, mais c'est un principe de précaution. Mais c'est des décisions qu'il faut calmement revoir un jour, lorsque c'est un nouveau virus, et qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de risque de transmission. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Ça, c'est quand même une des limites ou des difficultés vraiment rencontrées. Ouais. Le 27 mars 2020, le Togo a enregistré son tout premier cas de décès lié à la Covid-19. Ce qui a choqué l'opinion, professeur, ce sont les images de son agonie filmée à l'intérieur même d'une structure de prise en charge, donnant l'impression comme s'il avait été laissé pour compte. Y a-t-il eu des insuffisances au niveau du personnel soignant? Alors c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Ça, c'était au tout début. Au tout début, je ne pense pas qu'en ce moment, que ce soit le personnel soignant qui est filmé. Je suis convaincu. Mais je pense probablement que c'était... Alors, puisque l'accès à ces centres était strictement contrôlé, d'où pouvait sortir cette personne? Non, mais en ce moment, on ramassait pas les téléphones. On ramassait pas le téléphone et puis le centre de... Mais les visites étaient aussi interdites. Les visites étaient interdites, mais les patients communiquaient avec l'extérieur pour faire venir soit de la nourriture, pour faire venir des médicaments, etc. Et c'était au tout début. Le premier patient est décédé pratiquement 20 jours. En ce moment, on était en pleine organisation et je crois qu'on venait d'arriver à peine à Kégué. Parce que c'était l'équipe du professeur Iou qui est parti mettre en place tous ces dispositifs à Kégué. Les patients ont été ramenés de Tchévier à Kégué. On était en pleine organisation. Mais ce que ça a souligné, ou bien, bon, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que cette agonie filmée et les conditions de prise en charge ont nettement amélioré la situation à Kégué. C'est-à-dire que il y a eu tellement de polémiques autour qu'une semaine après, on ne pouvait plus reconnaître Kégué. Et que beaucoup de choses ont changé, mais malheureusement, on a perdu vous avez perdu un confrère journaliste. Ouais. Oui, vous le dites vous-même que cet épisode a conduit à des améliorations significatives du plateau technique. Pourquoi fallait-il attendre, professeur, que le pire n'arrive? N'était-il pas du ressort du conseil scientifique de sonner l'alerte quant à l'état du plateau technique en ce moment? Non, c'est pas que je veux me défausser par principe de solidarité. Et le conseil a été créé en avril. En ce moment, le conseil n'existait pas encore. Mais je pense que c'est de la responsabilité et du devoir de tout le monde de pouvoir protéger, d'éviter ces genres de films. Et aussi, c'est pour ça que dans la préparation des prochaines épidémies, il faut déjà être prêt.
Il faut déjà être prêt pour que ce genre d'image ne puisse plus circuler. Et quand on revient un peu sur cette polémique liée autour des funérailles, des personnes atteintes ou mortes de Covid, vous le dites, je vous cite, il est crucial d'ouvrir un débat avec des anthropologues, les religieux, les autorités sanitaires, les chefs traditionnels, pour ajuster les pratiques funéraires et prévenir les conflits. Qu'est-ce que Covid vous a-t-il révélé comme problème crucial qui gangrène nos sociétés? Non, dans la société, vous savez, tout ce qui est décès, les gens ont ça représente beaucoup pour la population. Et donc, les gens souhaiteraient enterrer leurs proches dans de très bonnes conditions. Et on se retrouve dans des situations, on dit que vous avez 4 jours. On s'est retrouvé, et j'ai raconté l'histoire de Modesta Oumé, dans le livre où les deux personnes étaient hospitalisées, la maman décédée. Donc le temps qu'elle sorte du coma ou sorte de l'hospitalisation, sa maman a été déjà inhumée. Donc ça, c'est quand même des situations... C'est très dur à supporter. C'est extrêmement difficile. C'est pour ça que je dis, ça, c'est pas qu'une affaire de médecin. C'est une affaire de comment vivre en société. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'anthropologues, de sociologues, de religieux, pour pouvoir discuter ensemble et se dire, dans de telles situations d'épidémie, de pandémie, comment accompagner les personnes qui ont perdu des proches. Le débat reste ouvert. Il y a eu au sein de l'opinion un sentiment qui donnait à croire que sur certains cas, il y aurait eu des erreurs de diagnostic. Est-ce que ça a été des cas aussi que vous avez vécu? Est-il possible? Oh, vous savez, sur la Covid, il y a eu tellement... En fait, il y a eu trop de... Tout le monde est devenu scientifique à force d'écouter les réseaux sociaux. Et puis, c'était une des premières épidémies qu'on gérait avec les réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment de fausses et de vraies informations. Il ne peut pas y avoir réellement d'erreur diagnostique. Je m'explique, parce qu'un virus, on le confirme. On le confirme par de la biologie moléculaire. Par contre, ce qui a un peu heurté la population, c'est que, surtout les collègues qui revenaient, qui étaient en mission, qui venaient au Togo, c'est qu'une fois que vous êtes positif, vous pouvez être positif pendant 3 mois, alors que vous n'avez plus de symptômes. Donc, quand les collègues voulaient repartir et qu'ils allaient à l'aéroport, on disait que le test est toujours positif. Ceci nous a même amené à changer après les recommandations. En disant, si vous êtes positif, si au bout de 15 jours, vous êtes toujours positif, on considère que vous n'êtes plus à haut risque de transmission et qu'il faut vous laisser partir. Mais la machine met toujours que vous êtes positif. Ça a été une vraie difficulté pour s'adapter à ce résultat qui est positif, mais en réalité, qui traduit un résultat négatif qui est dû à la persistance du virus dans l'organisme. Et l'autre période très délicate que vous avez eu à gérer fut la campagne de vaccination. Quelle explication avez-vous trouvé à l'hésitation de la population à aller se faire vacciner? Ce fut quand même très difficile pour certaines personnes d'accepter de se faire vacciner. Oui, en même temps, ce qu'on peut noter de façon générale, c'est qu'on ne fait pas partie du continent qui a été le plus vacciné. Donc, en réalité, au Togo, on est autour de 24% de personnes vaccinées et de 17% de gens totalement vaccinés qui ont reçu au moins 2 doses. Et avant de répondre à votre question, c'est qu'une des polémiques aujourd'hui est de dire « tous ceux qui ont été vaccinés meurent ou bien décèdent beaucoup plus ». C'est faux. Et ça, je le dis, c'est vraiment faux. C'est ce qu'il y a de plus simple à vérifier. Nous avons 25% de personnes vaccinées, 75% de personnes non vaccinées. Il faut juste suivre et calculer, je ne vais pas utiliser un terme technique, et calculer un taux d'incidence ou une mortalité dans chaque groupe. Et vous verrez qu'il n'y a pas plus de surmortalité dans le groupe de personnes vaccinées comparativement aux personnes
vaccinés. Alors oui, ce qui a enflé cette polémique, c'est que certaines personnes, et là c'est devant des faits, je me fais vacciner aujourd'hui et le lendemain, je suis victime d'un AVC. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre le vaccin et ces types de maladies? Bon. Ce n'est qu'un exemple. Justement, ce n'est qu'un exemple. Ce qui a entraîné, il y a eu beaucoup sur la vaccination, on peut même réécrire un autre ouvrage. Parce que, on est dans une situation où depuis qu'on est né, on nous a toujours dit que la vaccination, c'est pour prévenir la survenue d'une maladie. Et là, on est en train de vous dire, la vaccination, c'est pour éviter les formes graves de maladie. Donc ça a été d'abord quelque chose de très très difficile à expliquer. Et vous savez, sur la vaccination, il y a tellement de polémiques en disant que c'est un médicament qui a été élaboré par d'autres pour décimer la population africaine. Donc il va falloir convaincre les gens pour pouvoir dire ça vous permet d'éviter de faire la forme grave de la maladie, mais ça n'empêche pas de faire la maladie. Et les études étaient réalisées dans ce sens. Parce que vous pouvez aujourd'hui être vacciné, demain être infecté. Donc on ne peut pas dire que ça protège de faire la maladie, mais d'éviter de faire la forme grave de la maladie. Est-ce que quand même il y a eu des effets secondaires attribués à ces vaccinations? Ah oui, forcément qu'il n'y a aucun médicament qui n'entraîne des effets secondaires. Et l'un des médicaments qui entraîne le plus d'effets secondaires, c'est le paracétamol. Et vous savez très bien qu'il y a des gens qui prennent du paracétamol à dose normale et qui finissent par une atteinte du foie, qu'on appelle une atteinte hépatique. Tous les médicaments entraînent des effets secondaires. On l'écrit dans la notice d'information que personne ne lit, mais tous les médicaments, en fonction de votre sensibilité, de votre réaction vis-à-vis des médicaments, il y aura forcément des effets secondaires, je le dis. Il n'y a pas de risque zéro lorsqu'on fait une intervention, lorsqu'on prend un traitement ou bien lorsqu'on se fait vacciner. Il n'y a pas de risque zéro. Mais la vaccination reste et demeure de loin la meilleure stratégie en termes de prévention des maladies qui sont évitables par la vaccination ou des maladies infectieuses. Professeur, je vous cite, ces défis soulignent la nécessité d'un soutien pour renforcer la capacité de recherche dans ce contexte afin de mieux répondre aux crises sanitaires futures. Avez-vous suffisamment tiré leçon de l'insuffisance de certains résultats de vos recherches à faire face à nos défis sanitaires? Parce qu'au fait, la recherche permet d'avoir des données consolidées et de prendre des décisions. Or, on sait très bien que dans tous les pays africains, le financement de la recherche est très très faible. Je pense moins de 1% du produit intérieur brut. Je pense autour de 0,7. Et en tant qu'enseignant-chercheur, on souhaiterait avoir beaucoup plus de moyens pour pouvoir faire de la recherche. Et aussi, on souligne la nécessité d'aller vers la production locale de vaccins. Parce qu'il faut que nous puissions avoir confiance à nos vaccins et puis la traçabilité qui fait qu'on est dans un monde très concurrentiel où on souhaiterait se reposer sur tout ce qui vient de l'Afrique. C'est votre appel, professeur Didier Koumavi Ekouévi. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes auteur de cet ouvrage Au front qui relate un peu votre expérience dans cette lutte contre la Covid-19. C'était il y a quelques années. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique.